sommes là, mesdames et messieurs, malgré les deuils en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous avons perdu un monument, Papa Wemba, qui sera enterré au courant de cette semaine. Et donc, je présente encore mes condoléances à mes compatriotes. Et comme vous le savez aussi, le père de Kofi Olomide vient de nous quitter. Alors, toutes mes condoléances à la famille de Kofi Olomide. Alors, aujourd'hui, je reçois une intelligence de mon pays, le porte-parole du MLC, la bouche autorisée du MLC, le parti cher à Jean-Pierre Bemba. Vous l'avez sans nul doute deviné, eh bien, il s'agit de Jean-Jacques Mamba. Très heureuse de vous recevoir, Jean-Jacques Mamba. Merci, je suis enchanté. Le MLC, ça va? Très bien, en forme. Le MLC, ça compte? C'est encore un poids lourd au sein de l'opposition? On vous le conteste aujourd'hui. Hein? Vous nous représentez pour Qui rien peut se aujourd'hui. permettre de nous contester? D'un point de vue institutionnel, lorsqu'on parle de l'opposition, nous sommes la deuxième force, nous le restons. Donc il faudra de nouvelles élections pour prouver le contraire ou pour que la réalité change. Ce n'est pas encore le cas. Donc institutionnellement, nous sommes la deuxième force politique et nous comptons. Et pour Jean-Pierre Bemba, comment il va? Son procès, comment ça évolue? Mais écoutez, nous avons fait appel. Hein, nous n'avons pas été d'accord avec le jugement tel que libellé la fois passée. Donc nous sommes en procédure d'appel. Il y a aussi l'audience de la fixation des peines qui interviendrait incessamment. Donc partant de là, je ne vais pas faire trop de commentaires parce que la justice suit son cours et j'espère très bien que dans les jours qui viennent, nous aurons des nouvelles assez intéressantes. Nous allons ouvrir cette rétrospective, mesdames et messieurs, par la réplique de Matata Ponyo à l'Assemblée nationale et aussi par la réaction de Gabriel Moukia par rapport aux réponses de Matata Ponyo. D'abord, la réaction de l'interpellateur. Crispin Mbindoulé dit être insatisfait des réponses du Premier ministre. Voilà pourquoi il a transformé sa question orale avec débat en motion de censure. La motion de censure elle est presque à sa fin. Il ne nous reste que quelques signatures pour déposer ça au bureau de l'Assemblée. On va en déposer soit demain ou après-demain. Ou les lundis ou mardi, on va en déposer. Ce n'est pas une action seulement de l'honorable Mbindoulé, mais c'est une action de 125 députés. La démarche du député Mbindoulé est soutenue par ses pairs de l'opposition. John Kolela justifie son soutien. Nous ne sommes pas d'accord avec les réponses du Premier ministre. Nous qui sommes sur terrain chaque vacances parlementaires, les conditions de vie et les difficultés de la vie sont en train de s'accroître au jour le jour. Le Premier ministre dit avoir créé l'emploi, mais si vous regardez, vous lui posez la question où est-ce qu'il a créé l'emploi, il n'a pas de réponse concrète à vous donner. On met à chômage 100 personnes de LAC pour donner le travail à 30 personnes de Congo Airways. Est-ce que c'est cela que vous appelez créer l'emploi? Du côté de la majorité, la motion de censure n'effraie point. La députée nationale Adèle Kaïnda s'explique. Le Premier ministre vraiment a développé son action, le niveau d'exécution de son programme d'action avec une grande et une haute intelligence. Et c'est là, avec des statistiques, avec des annexes dont nous avions eu. Mais quant à la conclusion de l'honorable Mbindoulé, je pense qu'il y a un problème de compréhension et de confusion parce qu'il ne pouvait pas arriver à conclure à cela. Lui-même a conclu tout en étant conscient qu'il est en train de s'engager dans une démarche qui ne peut pas aboutir. Même réaction de la part du législateur Likinda. Il est libre de ne pas être satisfait. Le Premier ministre, dans ses réponses, il a été cohérent. Il a quand même donné quelques réalisations faites depuis qu'il a accédé à ce poste jusqu'à ce jour. La plénière de ce vendredi n'a pas consisté seulement à rencontrer les préoccupations de l'interpellateur, mais aussi des 38 députés nationaux qui se sont exprimés lors du débat général. Matata Ponyo l'a fait avec précision mathématique, ce secteur par secteur. Je soutiens, mais il devait d'abord se référer aux 250 millions qu'ils mettaient chaque année à la disposition du gouvernement pour l'organiser. Maintenant, ils ont fait 4 ans. Ça, c'est le 5e année. C'est-à-dire que ça suppose qu'ils ont $1 million, $1 milliard pour organiser. Mais quand le gouvernement dit que nous n'avons pas l'argent, c'est qu'il y a détournement des deniers publics. C'est là que l'Assemblée nationale, disons le Parlement, devait s'atteler avec le procureur général de la République pour ouvrir une enquête pour voir où est-ce que cet argent est parti. Mais s'ils vont se distraire pour parler de bilan,
Moi, je trouve que les députés aussi, ils sont comme ça. Ou bien, ils attendent les prébendes, ils ont provoqué seulement cette histoire pour que le Matata Pogno puisse vomir. S'il vomit, il faut se taire. Comme d'habitude dans la vie. Même les députés congolais, il ne faut pas leur faire confiance. Ce sont des confusionnistes. Ils amènent une motion de type digestif. Voilà. C'est ça. Vous allez voir, on va acquitter Matata. Malgré tout, mais ils évitent de dire à Matata, les 250 millions, ça est où? C'est là où on peut clouer la personne. Jean-Jacques Mamba, le député Crispin Bindoulé n'est pas du tout satisfait des réponses de Matata et vous l'êtes? Écoutez, il n'est pas le seul à ne pas être satisfait. Je crois que c'est l'ensemble de la population qui est en déphasage par rapport à cette action mathématique, parce que c'est une action mathématique, c'est du gouvernement. Chiffres à l'appui, statistiques, secteur par secteur, comme l'a si bien dit Bobo Samba. Chiffres, mais malheureusement, ce sont aussi des faux chiffres, parce qu'en réalité, il n'y a pas de vrai débat. Ce sont des faux chiffres. Madame, lorsqu'il parle de l'emploi, il faut se référer, lorsqu'on parle de l'emploi, il faut se référer à l'ONEM, avoir des statistiques détaillées et voir dans chaque secteur, il y a eu combien de créations d'emplois et voir aussi quelles sont les entreprises qui ont employé. Et lorsqu'en Europe, on vous dit qu'il y a un taux de chômage d'automne et qu'il a baissé de 5%, il y a des statistiques détaillées qui vous permettent de savoir exactement quel est le secteur qui a employé, quelle compagnie a employé et quelle autre ne l'a pas fait. Donc ici, ce sont des chiffres comme ça qu'on nous jette, qu'on jette en pâture pour un peu distraire la population. Mais dans les faits, nous avons quand même une capitale qui a 85%. Pas seulement distraire la population, les députés le disent qu'il y a trop de chiffres aussi. Ils les envoient tous dans les annexes. Je vais vous donner un exemple. Chiffres. Lorsqu'on nous parle de... Parce que souvent, le gouvernement Matata a parlé de la stabilisation du cadre macroéconomique. Donc, lorsqu'on veut voir comment se passe la vie au jour le jour, il y a ce qu'on appelle le panier de la ménagère ou la parité du pouvoir d'achat. Vous allez par exemple constater que lorsque les prix sont indexés en dollars, eh bien, ça fait une dizaine d'années que les prix n'ont cessé d'augmenter. Prenons des denrées comme... allez, je donne un exemple. Le carton de Mpio dit qui a triplé, voire quadruplé de son prix initial en dollars, alors que le franc congolais n'a pas bougé. Donc, si aujourd'hui un carton de Mpio coûte $30 et qu'après 10 ans il coûte $100, même si le dollar est à 9, c'est une fausse stabilisation. Ce n'est pas un cadre qui est stabilisé, mais ce sont des décisions politiques qui ont bloqué le taux d'échange. Et vous allez voir, par exemple, ces jours-ci, faute de liquidité, le dollar a commencé à grimper. Le Premier ministre est incapable de sauver la BIAC via la Banque centrale. Il y a un problème de liquidité. Les Angolais ont dédollarisé leur économie et donc les gens quittent l'Angola pour venir chercher des dollars ici. Avec la loi de Gresham. Il y en a qui disent que ça montre que nous sommes bien. J'ai reçu quelqu'un la semaine passée qui a parlé de Loufou. D'ailleurs, il a dit les investisseurs viennent à Loufou pour chercher de dollars. Donc cela montre que nous sommes encore la mauvaise monnaie chasse la bonne. Dans le fait que le dollar est très demandé et que nous avons des demandes des pays voisins, notamment qui ont des problèmes de pétrole, qui viennent chercher des dollars chez nous, c'est ce qui fait que le taux du dollar a augmenté. Et malheureusement, lorsqu'on fait des paiements libellés en francs par les banques locales, vous avez une parité de telle manière que vous perdez 10 à 15% de la valeur initiale, parce que si le paiement de l'État par rapport à la dette intérieure est payé et libellé en francs il y a 3 mois, vous savez toute la chaîne au ministère de budget et ainsi de suite. Lorsque ça arrive sur votre compte, si c'était 100 000 francs qui pouvaient valoir 120 000 ou 12 000 $, on va dire comme ça, ou 1 000 $, aujourd'hui ils vont valoir 800 $. Donc les opérateurs économiques payent du fait qu'aujourd'hui, ça se sait maintenant que le gouvernement a échoué dans sa politique monétaire et que c'était simplement des stratégies mises en place et des décisions strictement politiques. Maintenant que nous le vivons, qui ne cadrait pas avec et je la crois réalité, bien que si ce gouvernement continue avec le mensonge ou continue avec la fantasmagorie comme il est en train de le faire, un Premier ministre qui arrive avec un programme que nous avions contesté parce que c'était un programme vide. D'ailleurs, la plupart des projets qu'il est en train de vanter au Parlement émargent du budget. Il n'y a nulle part où c'est écrit que nous allions faire une compagnie aérienne et que nous allions acheter autant d'avions, d'ailleurs des avions d'occasion. Nulle part il était mentionné que nous allions avoir un immeuble intelligent. Donc dès lors qu'il passe et qu'il donne des chiffres fallacieux qui ne correspondent à aucune réalité et qu'il est incapable de nous dire, par exemple, l'année passée, tous ceux qui étaient au campus dans toutes les universités qui ont fini, il y a combien qui ont été embauchés, lorsqu'il n'y a pas de statistiques détaillées et qu'on se limite à raconter des histoires et des histoires, les gens sont fatigués. Et d'ailleurs, pour terminer, même le chef de l'État lui-même à un certain moment l'a dit, qu'écoutez, on entend bien vos chiffres,
Nous avons bien compris vos chiffres, mais la réalité sociale ne colle pas. C'est-à-dire la réalité sociale est en déphasage avec Et par rapport à la TVA, vous l'avez... Mais ça, c'est un échec patent. C'est ça, le ministre Bahati l'a dit. Ils ont même suspendu les remboursements. Les remboursements, pourquoi? En Europe. Ils se sont rendus compte que c'était... Non, mais madame, regardez, ce qui se passe, c'est quoi? La taxe sur la valeur ajoutée. Pour faire simple, dans les pays qui ont maîtrisé cette taxe correspond finalement à la douane. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en France ou lorsque vous êtes en Belgique, vous importez un bien des États-Unis, on met 21% dessus ou 19% selon le pays, et ces 19% constituent des droits d'entrée. Lorsque vous achetez quelque chose partout en Europe, il y a l'indicateur TVA, mais si vous êtes allé en voyage, lorsque vous quittez, parce que on vous le rembourse. C'est quelque chose qui est assez simple et qui est maîtrisé. Mais nous avons un pays qui est même incapable de payer ses professeurs à temps, qui est incapable. Donc je ne vois pas comment ils allaient se mettre dans une posture où ils pouvaient, de manière très automatique, payer la TVA, mais deux, aussi la contrôler. Parce que les agents que vous envoyez pour aller contrôler la TVA sont mal payés. Donc lorsqu'ils arrivent, et même s'ils constatent des irrégularités, eh ben, ils se mettent en phase avec ceux qui commettent ces abus. Ils se font soudoyer et puis ça passe. Donc, au lieu d'être une source de revenus pour l'État, ça devient... Mais voilà, donc ici, nous avons une centaine de lois. Une centaine de lois, on dit amélioration du cadre macroéconomique, du cadre des affaires, on crée le guichet unique, oui, mais il faut mettre des moyens conséquents. Il ne faut que, précisément... Cette motion de censure, vous la comprenez, il a dit que maintenant, cette fois-ci, ce sera une motion de censure, mais Gabriel Mokia dit non, ça passera pas. C'est encore quelque chose d'alimentaire. Mais monsieur Mokia, mon aîné Mokia, que je respecte beaucoup, a dit quelque chose de très fondamental. Vous savez que lorsqu'on doit juger un gouvernement, lorsqu'on doit juger un gouvernement, lorsqu'on doit juger les performances d'un gouvernement, ça ne se passe pas que dans un cadre strict, c'est dans un cadre strict vraiment élargi. Ici, nous avons une problématique des élections avec des astreintes constitutionnelles, une obligation du gouvernement de mettre de côté chaque année 200 millions pour qu'on ait des élections. Mais en même temps, vous avez un chef de l'État qui vous raconte que chaque année, il y a 15 milliards qui partent. Donc, depuis qu'il est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il y a 150 milliards qu'il ne peut pas justifier. Le gouvernement ne sait pas justifier où va cet argent, mais on vous dit que nous sommes incapables de trouver 1 milliard pour les élections. Donc, lorsqu'on est dans un contexte de non-performance, dans un contexte d'incapacité, on doit entendre mieux que des justifications aussi légères, telles que prononcées par le Premier ministre. Et effectivement, lorsqu'il y a des astreintes constitutionnelles et que le gouvernement n'est pas en mesure d'y répondre, eh bien, si ça pouvait aboutir... Vous comprenez quand même la baisse du cours des matières premières. Même en Angola, vous savez que le pétrole a chuté énormément. Ici aussi, le cuivre, tout ça. Donc, vous comprenez quand même qu'on a moins de recettes. C'est ce que je comprends, raison pour laquelle je vous dis qu'au Japon, il n'y a pas de matières premières, en Belgique, il n'y en a pas, et ainsi de suite. Nous avons tout ici. On ne peut pas fonder un modèle économique basé sur l'extraction minière. Donc, lorsqu'on est chef d'un gouvernement et qu'on a des possibilités de transformation, on a des possibilités de services. Par exemple, je vais vous donner un bête exemple. La banque, la Poste en France, a un budget de 22 milliards. Juste la Poste. Je dis la Poste, donc c'est juste des services postaux. La banque de la Poste, ils ont aussi une unité mobile, c'est-à-dire de la téléphonie. C'est un budget de 22 milliards annuels. Ça veut dire que c'est 3 fois notre budget. Donc, on ne peut pas souffrir et continuer à souffrir de l'insuffisance de nos dirigeants qui viennent nous expliquer que parce que nous dépendons du pétrole, parce que nous dépendons du cuivre, lorsque le cuivre chute, nous ne pouvons pas organiser des élections. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs possibilités pour créer non seulement des services et de la richesse, par la collecte des taxes, mais aussi par la création des vrais services et la création de l'emploi, que lorsque j'entends un Premier ministre qui vient pleurnicher à la télévision parce que le cours du cuivre a baissé, mais moi je vais lui poser la question de savoir s'il a déjà vu, depuis 1960, le cours du cuivre ou des matières premières continuer à grimper éternellement. C'est pour cela que les économies performantes diversifient. Mais il a été incapable de diversifier. Il nous présente des avions d'occasion, il nous présente un programme de 1000 écoles alors que le professeur gagne moins de 70 000. Franc-congolais, on ne respecte pas Mboudi, on ne respecte pas tous les accords, on ne renforce pas les capacités, on ne donne pas assez de moyens à l'université, et puis après on vient se plaindre que le cours du cuivre a baissé. Mais je vous informe que dans des universités comme l'université protestante, où moi j'ai étudié, j'ai fini en 99 avant d'aller continuer à l'étranger, je payais $200, aujourd'hui on paye $1000, et si vous allez poser la question à cette université, enfin un peu moins de $1000, ils vous diront que c'est le gouvernement qui les taxe. Ça veut dire qu'au lieu que les universités... Il y a plusieurs taxes par étudiant, je vous dis, du ministère de l'ESU. Donc, au lieu que le gouvernement subventionne les institutions, nous avons l'inverse. Or, lorsque nous avons des brevets d'invention, parce que nous avons des chercheurs,
Ça fait plus de 20 ans que le Congolais n'a pas de brevet d'invention. Nous n'inventons rien à part les danses. Donc, lorsque le gouvernement n'a pas cette vision-là dans la formation et investissement, avec le budget naturellement, je vous parle du budget par rapport à l'éducation nationale, qui n'a pas beaucoup bougé. Lorsque nous investissons... À peu près 20%, non? Déjà, nous y sommes, non? 13%? 13% à peu Madame, près? tout ça c'est fallacieux. Nous sommes à moins de 5%. Toujours à moins de 5%? En termes réels, parce que le taux d'exécution est de moins de 50% de notre budget. Donc, lorsque c'est écrit 13%, il faut diviser par 2 ou par 3. Nous continuons, nous prenons un autre aspect des choses. Eh bien, la révocation du vice-ministre au PTNT, comme vous le savez, sa vidéo sur les nets a choqué plus d'un et le président de la République a levé l'option de le démettre du gouvernement. Donc, nous allons suivre la réaction de Gabriel Mokia et la réaction de Maître Mutamba. Le comportement du vice-ministre de PTNT n'a laissé personne indifférente. Dans les réseaux sociaux, Enoch Sebineza a volé la vedette à tous les sujets d'actualité. Sa scène de masturbation a été condamnée par plus d'un, dont l'acteur politique Gabriel Mokia. C'est regrettable parce qu'on m'a envoyé au moins 5 ou 10 vidéos pour visionner. Et quand j'ai visionné, ça c'est l'immoralité. Tu peux aller faire ça dans ton bureau privé. Mais pourquoi choisir un bureau d'un ministre avec l'effigie du chef de l'État derrière et les drapeaux? Ça, c'est de la malédiction gouvernementale. L'homme dit avoir déjà été tenté par ces genres de pratiques, mais sans céder. Il met en garde l'opinion. On en a vu beaucoup, tout le monde. Ces gens-là, ils sollicitent tout le monde pour ça. Si tu n'es pas prudent, tu peux tomber dans ces pièges. Enoch Sebineza, vice-ministre au PTNT, a été révoqué par ordonnance du chef de l'État, une mesure applaudie par Gabriel Mokia. Oui, parce que tous ils ont des Facebook, ceux qu'ils ont vu. Ça, c'est un cas de flagrance, ils ont vu, c'est pourquoi ils ont révoqué. Cet acteur politique en appelle au choix minutieux des animateurs des institutions de la République. C'est un satisfait pour nous, d'autant plus que nous, nouvelle génération pour l'émergence du Congo, nous sommes montés au créneau à la première circulation de la vidéo où les messieurs se masturbaient publiquement dans son bureau. Nous avions déjà rédigé notre plainte contre ou à sa charge, adressée au procureur général de la République près la Cour suprême de justice, afin que, de manière urgente, étant donné que c'est une flagrance, la rigueur de la loi soit démise contre les messieurs. Ça veut dire simplement qu'ils viennent commettre là, messieurs Enoch, je dis, une infraction qui est prévue et punie par l'article 176 du Code pénal congolais livret 2, qui n'est autre que l'outrage public aux bonnes mœurs. L'outrage public aux bonnes mœurs est puni d'une servitude pénale de 8 jours à maximum 3 ans et d'une amende prévue toujours par le même article. Les messieurs a non seulement maudit le président de la République parce que son effigie était derrière, mais aussi et surtout l'État congolais dont le drapeau était présent dans son bureau quand il commettait ses forfaits. Je rappelle qu'il s'agit d'une procédure de flagrance qui requiert célérité et donc le procureur général de la République est appelé à se saisir du dossier avec notamment cette ordonnance du président de la République qui vient davantage étayer le dossier. Il va donc être naturel que les messieurs soient tout de suite arrêtés d'abord et déférés devant les instances judiciaires compétentes. Jean-Jacques Mamba, la vidéo est tombée, bon, c'est passé sur les réseaux sociaux et nous, en tant que journalistes, Falimier, nous avons essayé de poser la question à plusieurs juristes. Moi, personnellement, j'ai demandé au professeur Sambo Colombe comment ça va se passer, comment sanctionner cet état de choses, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui entre, c'est le NTIC. Parce que M. Mutamba nous a dit outrage
aux mœurs publiques. Et donc, on a l'impression qu'il avait fait dehors, et pourtant c'est dans un cadre privé, mais comme c'est dans les réseaux sociaux, ben, on a l'impression qu'il a fait dans la rue. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a-t-il une loi par rapport au NTIC? Parce que aujourd'hui, la nouvelle technologie, les sextapes, c'est presque à la mode aujourd'hui. Il y a l'affaire Benzema, il y a beaucoup. Alors, comment la RDC peut sanctionner? C'est vrai que la sanction est déjà tombée, et le ministre est viré, mais ce n'est pas le ministre, le vice-ministre qui a posté cette vidéo sur le net, Jean-Jacques Mamba, tout de même. Ok, je comprends un peu, j'ai regardé la vidéo, c'est un peu triste parce que je pense que c'est un père de famille. Moi, je n'ai pas regardé par respect pour lui. Oui, moi je pense que c'est un père de famille, enfin je le pense, oui. J'ai de la peine pour ses enfants, j'ai de la peine pour tous ses proches qui ont vu cette vidéo, j'ai de la peine pour l'acte posé. Par rapport à la question de droit, je pense que, comme vous l'aviez entendu là, je connais bien le confrère, apparemment il maîtrise très bien le droit. La justice s'en chargera. Mais moi je vais aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que j'ai apprécié la célérité avec laquelle le chef de l'État a révoqué son ministre parce que la vidéo a été mise sur la scène publique. Il y a bien de ces pères qui commettent des actes beaucoup plus graves, des actes connus pour lesquels on pouvait diligenter des enquêtes. Le chef de l'État ne s'est jamais empressé à revoquer. Le chef de l'État peut aussi revoquer des ministres parce qu'ils ne sont pas performants. Il peut revoquer des DG parce qu'ils détournent. On détourne dans toutes les entreprises publiques, c'est beaucoup plus grave. On commet beaucoup plus de torts en détournant la paye des enseignants, des crimes économiques, en détournant la paye des enseignants, en détournant à poster une vidéo qui est, naturellement, elle est ludique, c'est vrai qu'elle frise l'immoralité, mais en ce qui concerne le summum de l'immoralité dans notre pays, c'est le vol. Ce sont les crimes économiques. Donc je ne suis pas en train ici de banaliser ce que nous avons vu, c'est tout à fait triste et effectivement, il faut que des sanctions s'en suivent, mais il faut que le chef de l'État aurait dû aussi avoir la même célérité pour tout ce que nous décrions jours et nuits, tout ce que les délégations syndicales décrivent, tout ce qui se passe à la FNEL. Celle qui a posté cette vidéo dans le net, elle est tranquille ou il est tranquille parce que il y a eu chantage, nous avons appris, parce que nous sommes journalistes, nous avons essayé de fouiner. On lui a fait du chantage par rapport à cette vidéo. Et il paraîtrait que le vice-ministre a même débloqué une somme de 16 000 $ pour payer à la jeune dame. Alors, comment on peut laisser cette jeune dame tranquille? J'ai vu la copie. Le chantage est punissable aussi. Oui, j'ai vu la copie du chèque et tout à fait punissable. Mais est-ce que nous ne sommes pas ici dans un effet d'annonce? Est-ce que notre gouvernement, notamment le procureur général de la République, pourra mettre les moyens nécessaires pour tomber ou mettre la main sur cette demoiselle ou cette dame en Europe, mais non, ça se punit, Jean-Jacques Mamba. Oui, aujourd'hui, si voilà, vous postez quelque chose contre un individu, parce que c'est du revenge porn, en Europe, on appelle ça revenge porn. Si vous faites ça en Europe, eh bien, vous êtes sanctionné aujourd'hui. Malheureusement, nous ne sommes pas en Europe et le procureur on général... utilise les mêmes techniques, les dégâts sont les mêmes. Raison pour laquelle je dis, madame, je ne vous conteste pas. Les dégâts sont les mêmes et même pire. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas raison. Je vous dis simplement que constatons ensemble que nous avons un gouvernement, nous avons une justice et nous allons bien voir si cette justice va aller jusqu'au bout de la logique. Ce qui m'étonnerait. L'Assemblée nationale pose maintenant diligente des lois par rapport au antique, parce qu'aujourd'hui, on peut c'est tuer quelqu'un politiquement, socialement et tout ça. Il y a d'abord un problème de responsabilité. Il y a ici le cadre. De deux côtés. Non, il y a d'abord le cadre, madame. Prenez cette vidéo, mettez-la dans un cadre strictement privé où il n'y a pas les emblèmes de l'État, en dehors du bâtiment de l'immeuble intelligent chez lui à la maison. C'était dans l'immeuble intelligent? Apparemment, parce qu'il y avait le drapeau, c'était dans son bureau officiel. Ah, okay. Ça veut dire que ce sont des symboles d'État. Okay, donc ça, c'est un cadre qui est tout à fait... Voilà, c'est quand même assez particulier. Cette vidéo serait faite chez lui à la maison, elle aurait une connotation tout à fait autre. Mais cela n'empêche que des poursuites soient faites aussi sur les personnes qui balancent des images comme ça, parce que ça souille. Ça ne se limite pas qu'au Congo. Donc même à l'étranger, on verrait qu'un ministre l'a fait, ce qui n'est quand même pas bon pour l'image de notre pays. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je doute fort que notre procureur général pourra suivre cette piste. Et s'il le fait, il aura les éloges de l'opposition parce que finalement, on devrait quand même encadrer ce genre de choses pour éviter qu'à l'avenir, parce qu'il y a des vraies vidéos, mais il y a des montages aussi. Il y a des montages aussi. Donc, si ce n'est pas encadré, c'est vrai qu'on tend vers la dérive. Mais comme je vous le dis, généralement, le procureur général de la République, il est très intéressé par les déclarations de l'opposition sur l'article 64, sur les menaces des opposants. Mais il y a des vrais cas, par exemple le cas de Panama Papers, il y a des cas où on cite des gens, où vraiment vous voyez qu'il y a de l'inertie totale. Et c'est ce que je suis en train de dire, c'est que le chef de l'État
ferait bien mieux aussi de faire mettre en prison, comme il l'avait promis, des personnes qui commettent des crimes économiques et qui touchent les familles des millions de personnes. Parce que là, ce que ce ministre a fait, c'est très grave, mais ça se limite à lui, à sa famille, à l'image du gouvernement. Mais la plupart des gens qui prennent de l'argent au FPI, par exemple, font de la promotion pour l'industrie, qui font couler la FPI à 100 pour des fins personnelles, non, c'est beaucoup plus grave que ça. Parce qu'en ce moment-là, ça touche des familles. En ce moment-là, ça fait qu'aujourd'hui, le fonctionnaire qui est très mal payé ne peut pas aller se faire soigner à l'hôpital de Saint-Cantonnaire, que les gens vivent très mal et on devrait punir avec la même sévérité ce genre d'actes. Voilà, nous poursuivons, mesdames et messieurs. Nous allons maintenant parler du 24 avril. Comme vous le savez, le 24 avril 1990, eh bien, le président Mobutu a ouvert le Zaïre de l'époque au pluralisme politique. Et aujourd'hui, nous le célébrons. Donc, nous avons célébré le 26 ans de cet anniversaire. Nous proposons donc le meeting de l'opposition et la célébration du 24 avril vue par l'Arc. Une messe digne de son nom, c'est ainsi que l'on pouvait qualifier ces meetings caractérisés par des moments de louange et d'adoration. Et c'est les chefs des partis politiques qui se sont mués en officiant du jour un seul message, non au glissement et oui à la tenue des élections. Martin Fayoulou, Vital Kamere, Délice Sanga, Joseph Olengankoy ainsi que d'autres leaders de ces regroupements politiques ont commémoré le multipartisme dont l'ex-Zaïre se disant heureux de la mobilisation des Congolais qui tiennent au respect de la Constitution. Pour nous, il n'y a qu'une seule chose qui vaille la peine aujourd'hui. C'est quoi? C'est le respect de la Constitution. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Pour dire au peuple congolais, attention, la nation est de nouveau en danger. L'adversaire n'a pas désarmé. L'adversaire a saisi la cour constitutionnelle par une requête pour obtenir le glissement. La dynamique qui ne jure que sur la tenue des élections réitère son rejet du dialogue. Tout pouvoir cesse d'être légitime lorsqu'il n'a plus comme fondement la constitution et la volonté du peuple. Voilà pourquoi vous voyez ces milliers et ces millions de Chinois qui sont venus ce matin pour dire oui aux élections au mois de novembre et non au président c'est à vie. Nous venons de lui démontrer que le dialogue, l'ensemble de notre peuple n'en veut pas. Parce que le dialogue veut dire la prolongation de son mandat. Vous avez vu le nombre de gens qui sont venus, plus de 70 000, qui sont venus malgré les intimidations, malgré la confiscation de la police d'une partie des stades, de l'emplacement auquel on a fait notre meeting, mais le peuple a démontré leur détermination. Ce 24 avril marque la fin de la dictature et ce dimanche, ces Congolais ont réitéré leur refus à tout comportement qui frise la monarchie en République démocratique du Congo. 24 avril, la date historique pour le pays que l'Alliance pour le renouveau du Congo n'a pas voulu passer sous silence. Le 26 ans de la démocratie congolaise, l'Arc l'a célébré ici à son siège national où militantes et militants ont répondu massivement à l'invitation leur adressée par les 3 membres du présidium du parti. Dans un échange direct avec la base, Élisée Minembwe est revenu sur le contexte de la date du 24 avril, ce avant de rappeler les avancées enregistrées sur le plan politique depuis l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir. Voilà ce qui explique par la suite la reconnaissance de Guy Mikulu à Joseph Kabila. Matérialiser la démocratie au Congo, c'est le président Joseph Kabila Kabange. Parce qu'avant 2006, il n'y avait pas d'élection. Personne d'entre vous peut me dire qu'avant 2006, il avait voté. Personne ne connaissait la CENI, personne ne connaissait tout ce qui entre en compte dans le processus électoral. Donc c'est lui qui a matérialisé la démocratie dans notre pays, c'est le président Joseph Kabila Kabange. Pour sa part, Gaston Gizanga a saisi l'occasion pour faire l'état des lieux du parti qui vient de conquérir le poste de vice-gouverneur à Kwango et à Maniema. Les 2 ont été présentés à la base du parti.
Jean-Jacques Mamba, pour vous, bon, vous allez le dire tout de même, que c'était une réussite, ce meeting du 24 avril. Oui, une très grande réussite. On est vraiment très satisfait. Mais on peut encore faire mieux. Il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu beaucoup plus qu'au meeting de Ndjili. Et malgré qu'on a quand même assisté au match le plus long de l'histoire du football, ça doit entrer dans le livre des records, hein, un match qui a commencé à 5 h du matin pour finir à 14 h, le match de la police là. Et malgré cela, les gens sont venus, ça veut dire que les gens ont bravé la peur, ils ont bravé l'intimidation, et c'est un message quand même fort, parce que de l'autre côté, on a vu des gens bérets rouges, hein, apparemment il y a des nouveaux commandos ici, qui ont essayé de faire aussi un meeting vers l'échangeur, qui s'est soldé par un échec patent parce que les gens n'ont pas répondu à l'appel. Donc, malgré toutes les manœuvres, toutes les manigances pour contrecarrer nos actions, le peuple a répondu présent. Et si nous rendons hommage à ce peuple qui a quand même sacrifié son dimanche, il faisait très chaud, donc qui ont sacrifié leur dimanche pour venir répondre à l'appel, entendre le message et aussi le relayer au niveau de nos bases, au niveau des quartiers, que voilà... Ce n'est pas de la récupération politique, cette date du 24 avril. Aujourd'hui, tout le monde veut porter cette date, que ce soit la majorité ou l'opposition. La majorité, c'est la première année, enfin depuis que je connais la majorité, c'est la première année en 10 ans que la majorité s'accroche à cette date, parce qu'en fait, en réalité, la majorité est en difficulté. La majorité s'est cramponnée sur le 16, le 17 mai, ce sont des grandes fêtes. La libération du Congo, hein, alors qu'en réalité, nous avons été libérés pour être remis sous le joug de la dictature, parce que ce que nous décrions, ce que faisait Mobutu à l'époque, c'est quoi? Quand il y a un meeting, on disperse, gaz lacrymogène, il n'y a pas de marche. Rappelez-vous la marche du 16 février avec la marche chrétienne. Donc, M. Kabila, le père, est venu pour nous libérer de toutes ces choses, mais M. Kabila, le fils, est venu nous remettre dans toutes ces choses. Donc, ce que je dis, normalement, on devrait annuler ces dates-là. On ne devrait plus avoir le jour férié le 16 et le 17 si la majorité continue à gérer de cette manière-là. Parce qu'en même temps, on a vandalisé le siège de l'UNADEF et ainsi de suite. En même temps, on nous a poussé à ne pas voir le meeting en nous demandant d'aller le faire dans une salle alors que la majorité pouvait le faire à l'air libre. Donc, si nous revenons à ces méthodes-là, entre guillemets, mobutistes, c'est cette date-là qu'on ne devrait plus commémorer. Mais pour ce qui est du 24 avril, le jour où M. Mobutu a fait couler les larmes en disant qu'on devrait comprendre son émotion, l'émotion, elle reste grande, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous constatons que ces velléités dictatoriales s'imposent, ces velléités dictatoriales reviennent avec force, et nous disons non, raison pour laquelle nous allons commémorer avec force. Mais je n'ai pas compris le sens des bérets rouges, je n'ai pas compris non plus le sens de la commémoration de cette même date par la majorité après 10 ans, parce que ça fait 9 ans qu'elle ne fête jamais le 24 avril. Donc, ils sont en difficulté, nous le comprenons, mais comme nous sommes tous des Congolais et que le pays nous appartient à tous, nous disons simplement, respectons la Constitution, faisons en sorte que le compromis qui nous unit ne soit pas brisé, que le pacte... Jean-Jacques Mamba, vous avez parlé de la Constitution, du respect de la Constitution, qui nous emmène donc tout droit vers les élections. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, soyons réalistes, nous avons déjà glissé, hein, qu'on le veuille ou pas. Est-ce que le MLC ne peut pas mettre un peu de dans son vin? Parce qu'on vous appelle au dialogue. Allez au dialogue, et c'est là où vous allez émettre vos points de vue par rapport à cette situation. Vous allez parler où? Non, vous savez, vous madame... dites non, mais ce non-là, vous l'adressez à qui? Vous parlez de réalisme. Le réalisme, c'est aussi quoi? Le réalisme, c'est aussi de constater que nous avons une majorité présidentielle, et notamment un gouvernement, qui est incapable de répondre des engagements de par la confiance que le peuple lui a donnée. Le réalisme, c'est aussi de sanctionner ce gouvernement. Le réalisme, c'est aussi de démettre de leurs fonctions toutes les personnes qui n'ont pas été à la hauteur de cette fonction-là. Le réalisme, c'est pas simplement constater que les choses ne vont pas bien et accepter n'importe quoi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faudrait qu'il y ait un réalisme paritaire. Du côté de ceux qui ont commis ces fautes-là, on doit avoir des signaux forts, une volonté ferme d'organiser les élections dans les délais, et si ce n'est pas dans les délais, une volonté ferme au moins de respecter le principe de l'alternance, une transition sans M. Kabila, le chef de l'État. Si ce réalisme-là peut être paritaire, c'est-à-dire d'une part, nous avons des signaux forts de la part de la majorité, d'autre part, nous allons mettre de l'eau dans notre vin. Jusqu'aujourd'hui, le MLC est catégorique. Nous ne sommes pas concernés par un dialogue dès lors que le chef de l'État veut coupler le processus électoral et son mandat. Nous découplons ces choses. C'est-à-dire que s'il y a des atermoiements au niveau de la CENI, c'est-à-dire que la CENI a des difficultés financières et techniques, nous ne voulons pas que ça impacte sur le mandat du chef de l'État. La Constitution est bien claire. Donc, le président de la République, au mois de décembre 2016, ne sera plus président. La CENI va continuer. Qui le sera à la place, puisqu'il n'y a pas vide juridique? La Constitution ne prévoit rien si le président, s'il n'y a pas élection, rien n'est prévu
clairement par rapport à dès lors ce que cas-là. le président ne peut rester en place que s'il y a un président élu. Voilà. Ça, la Donc, Constitution s'il y a- le dit. voilà, s'il y a S'il pas n'y a pas ce- de président qu'est-ce élu, qui va en se d'autres passer? termes, s'il n'y a pas de président élu, il ne peut pas rester en place. Et qui va le remplacer? Et madame, Est-ce nous que avons- le nous sénateur, avons- le madame, président du Sénat est Madame, illégitime? nous avons des institutions, nous avons une constitution, et vous avez bien vu que nos amis, pendant qu'ils demandent le dialogue, sont allés directement aussi, simultanément, demander une interprétation de l'article 70, alors qu'ils savent très bien que nous arrivons au point du dialogue parce qu'en réalité, il y a une suspicion légitime quant à la volonté de la majorité de conserver le pouvoir en dehors de la Constitution, c'est-à-dire en dehors de ce qui est prescrit dans la Constitution. Donc, ce que nous disons, c'est que nous avons des institutions. Si compromis politique il y aura, ça sera un compromis politique sans M. Kabila, parce que c'est lui qui est l'auteur en tant qu'autorité morale. L'article 76 nous dit très bien qu'il a la responsabilité d'organiser l'État, de veiller au bon fonctionnement de toutes les institutions, y compris la CENI. Donc si le chef de l'État a failli à cette mission, il ne peut pas devenir la solution pour la transition. C'est ce que nous disons. Nous avons suivi M. Félix Tshisekedi dans une émission à Top Congo FM. Il parlait des opposants de pacotille. Est-ce que vous comprenez son expression quand il dit qu'il y a des opposants de pacotille? Est-ce que pour vous c'est une insulte ou c'est une façon de constater les choses? Il y a des vrais opposants et des opposants de pacotille. Mais écoutez, où se classe le MLC aujourd'hui? Non, vous savez, nous ne sommes pas engagés. C'est une guerre de termes et je pense qu'il a tenu des propos qui n'engagent que lui. Je pense que si vous aviez posé la question de savoir ce qu'il entendait par là, il allait vous donner la meilleure explication. Mais il est un fait en République démocratique du Congo, c'est que les personnes ne comprennent pas leur statut d'opposant. On ne sait pas à quoi on s'oppose. Parce qu'en réalité, vous allez trouver dans les partis d'opposition ou dans ce qu'on appelle l'opposition, des partis d'extrême droite, de gauche, du centre. Donc les gens se considèrent opposants simplement parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Alors qu'être opposant, c'est un état d'esprit par rapport à une idéologie qu'on a. Et lorsqu'on compare cette idéologie par rapport à ce qui est fait sur le terrain, on s'oppose en proposant à la population, via des suffrages, une alternative. Suffrage direct pour ce qui est de la députation nationale. Bon, maintenant, lorsque lui, il parle d'opposants de pacotille, il fait certainement, et je ne suis pas dans son esprit, il pense certainement à tous ces opposants qui se font acheter, à tous ces opposants qui n'ont pas de position, à tous ces opposants qui aujourd'hui, on l'a vu, aujourd'hui il est opposant, le lendemain il dit que M. Kabila, le chef de l'État, est un visionnaire, à toutes ces personnalités-là qui finalement ne peuvent pas tenir dans la durée avec la même ligne de conduite. Une certaine constance. Voilà, je donc pense qu'il fait la coup de allusion. chapeau à Tshisekedi qui a été constant. Donc il a quand même 30 ans d'opposition, nous le respectons. Donc ce que lui, je pense qu'il fait allusion, c'est à tous ces opposants qui aujourd'hui peuvent être opposants, demain ils reviennent de la majorité, ils vont dans la majorité, le lendemain ils redeviennent opposants. Donc ce que nous disons, c'est que nous en souffrons dans ce pays. Et je pense que l'histoire de ce pays doit nous enseigner. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir connu 3 présidents de la République. Je suis de la génération sacrifiée sur l'autel de l'insuffisance de tous les dirigeants que nous avons eus depuis 1960, mais j'aimerais le meilleur pour mes enfants. J'aimerais des personnes qui ont des convictions, qui tiennent leurs convictions dans le temps et qui militent pour. Malheureusement, nous avons des personnes qui, au gré du vent, se positionnent en fonction des intérêts particuliers et ça, c'est tout à fait triste. C'est vrai que vous n'êtes pas pour le dialogue, mais nous y entrons quand même, vu le dialogue vu par l'UDPS. Il réclame les 12 places prévues pour l'opposition, 6 pour l'UDPS et les 6 autres, comme on va dire en lingala, Bobunda Lanango. Donc, est-ce que l'UDPS aujourd'hui a ce monopole de classifier qui est opposant et qui ne l'est pas aujourd'hui? Écoutez, j'aimerais que nous fassions la part des choses. Ici, vous êtes en train de parler de ceux qui discutent des places pour aller au dialogue. Déjà, à la base, nous, au comité préparatoire... Donc, je sais que vous n'y êtes pas. Donc, nous, on n'y est pas. Nous réfléchissons autrement ce qui s'y passe, nous le voyons, au regard de l'UDPS par rapport aux opposants. Ce qui s'y passe, nous le voyons de loin. Maintenant, si vous voulez en commentaire, je peux le faire. Je vous en prie. Donc, nous sommes dans une situation où, pour que le dialogue fonctionne, il faut que l'UDPS soit là. Voilà. Et l'UDPS l'a fait comprendre à la majorité et elle tire la majorité du bout du nez. Il y a des réunions à Venise, il y a des réunions à Ibiza, il y a eu des réunions dernièrement à Monaco. C'est-à-dire que l'UDPS aujourd'hui dit oui et demain elle dit non. Mais pour la majorité, ce qui est intéressant, c'est que l'UDPS soit au dialogue parce qu'elle sait très bien que si l'UDPS n'est pas au dialogue, il n'y a pas de possibilité. C'est que vous ne pèsez pas non plus. L'UDPS a raison de dire que vous ne pèsez pas non plus. Non, au fait, parce que sans l'UDPS, il n'y a pas de dialogue. Ce n'est pas que nous ne pèsons pas. Vous ne pèsez pas. Cela veut simplement dire que lorsque la majorité est venue avec ce schéma de dialogue, nous avons refusé. La majorité nous a sollicité plusieurs fois pour que nous allions au dialogue, nous avons dit non. Et c'est le seul, l'UDPS avait donné un ton favorable pour participer à ce dialogue, avec des conditions qui sont irréalisables. Parce que, bon, M. Kodjo qui est venu ici et qu'on a pratiquement tourné en bourrique, est arrivé avec les prétentions d'avoir sur pied un comité préparatoire en une semaine.
Maintenant, c'est la 3e semaine. Il vient vite de comprendre que bon, le Congo, c'est pas n'importe quel pays. Il y a beaucoup de têtus, il y a des savants ici. Tout le monde sait, tout le monde connaît bien de choses. Et donc, il est dans une difficulté notoire. Et l'UDPS entretient ces difficultés, mais la majorité aussi. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens de dialoguer pour respecter les délais constitutionnels et en même temps envoyer... C'est le processus électoral. Prenons le processus électoral. Vous savez que le chef de l'État a lancé les consultations le 29 mai 2015. Ça fait près d'une année. Est-ce que vous pensez que nous avons un problème sur la manière d'enrôler nos nouveaux majeurs? Parce que d'abord, premièrement, nous n'avons pas de document d'identité. Donc ça relève de la gestion quotidienne de l'État que d'identifier ses concitoyens. Donc la carte d'électeur est le seul document que nous avions. Si nous ne prenons que la date de 29 mai à aujourd'hui, nous avions 10 mois. On n'a pas besoin de dialoguer pour enrôler les nouveaux majeurs. On pouvait le faire pendant qu'on cherche à régler d'autres questions. Donc comment est-ce qu'on peut suspendre l'enrôlement des nouveaux majeurs au dialogue? Ça, c'est de 1. Et de 2, entre 2011 et 2015 ou 2016, c'est l'OIF qui est venu nous apprendre que nous avions des enfants qui avaient 14-15 ans et qui ont atteint la majorité. C'est une information que l'OIF nous a donnée. Non, on pouvait, chemin faisant, de manière très progressive, les enrôler. Les enrôler. Pourquoi cela n'a pas été fait? Parce que comme le chef de l'État et son équipe savaient que c'est le dernier mandat et qu'on doit créer des prises de finition, il faut bloquer la machine pour aller à un dialogue et recommencer une nouvelle république. Ça, nous le savons. Donc, ce que je vous dis, madame, c'est que c'est d'abord un problème administratif et que le dialogue, c'est un paravent. Maintenant que l'UDPS s'y est engagé, mais avec des conditions, entre guillemets, réalisables, on verra sur quoi ça va déboucher. Mais j'ai le net sentiment que l'UDPS est en train de tirer la majorité par le bout du nez et que nous allons atteindre finalement la date fatidique, donc déjà les 90 jours de la convocation du corps électoral, sans que rien de concret soit sur la table. Et en ce moment-là, vous entendrez l'UDPS dire « Bon, écoutez, nous avons tout fait, alors dans ce cas-là, c'est terminé, nous allons dans la rue ». Donc je crois que c'est ce scénario-là qui nous attend. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, nous restons toujours dans le volet politique. Nous vous proposons la réaction du G7 par rapport aux menaces contre Moïse Katumbi, selon le G7, et évidemment le point de presse hebdomadaire de la mission onusienne au Congo. Pour le G7, les pouvoirs multiplient des stratagèmes pour justifier la répression à leur endroit. D'où, ils inventent des faits et des preuves fallacieux pour fouler les leaders de cette plateforme politique en pâture à l'opinion. C'est que la télé 50, acquise à la majorité présidentielle, appartenant du reste à la majorité présidentielle, et à son autorité morale, a diffusé hier, jeudi 28 avril, en bande passante, incriminant M. Moïse Katumbi de rassembler des armes et d'engager des mercenaires pour prendre des pouvoirs s'inscrit dans ce schéma machiavélique. À ce sujet, sous réserve des poursuites judiciaires qu'il appartient à M. Moïse Katumbi d'exercer contre cette chaîne de Télé 50, le G7 exige une enquête indépendante pour établir la vérité tant sur une imputation aussi grave et dommageable que sur les faits criminels dont ces leaders et partis sont victimes ces derniers temps de la part du régime en place en République démocratique du Congo. Décidément, les alliés d'hier ont du mal à définir ensemble l'avenir de la République démocratique du Congo. Rien à signaler sur le plan sécuritaire dans la capitale congolaise, ainsi que dans les provinces de l'ouest de la République démocratique du Congo. La MONUSCO note cependant des perturbations dans les provinces du Haut et Bazuélé. Le territoire de Dungu continue d'être victime d'actes de déstabilisation par l'activisme des groupes armés. Le Nord Kivu connaît également une situation sécuritaire précaire à Beni, Lubero, Walikale, Massissi et Rutshuru. La synergie onusienne et RD congolaise dit poursuivre les opérations militaires visant à la neutralisation de tous les groupes armés encore actifs. Quant à la situation politique en RDC, la MONUSCO encourage la voie du dialogue. Nous avons estimé que ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas un dialogue consensuel qui devrait aboutir à des résultats consensuels, que la feuille de route politique pourrait éventuellement se décider. C'est pour cela que Ban Ki-moon, lors de son passage ici, l'a réaffirmé. La résolution, si j'en prends
extraits réaffirment cela très clairement. Et M. Maman Sambo Sidikou appuie fermement M. Eden Kodjo à travers ses bons offices. Il reçoit régulièrement, je dis bien régulièrement, tous les acteurs politiques de la mouvance présidentielle et du G7. Cela continue. Donc nous espérons que si maintenant on agit, c'est possible encore. C'est vrai que les jours qui passent peuvent mettre quelques doutes à la possibilité de cette tenue, mais les experts peuvent vous dire qu'il y a encore une petite fenêtre d'opportunité où on devrait pouvoir agir rapidement pour pouvoir sauver tout le processus. Actualité oblige, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Maman Sambo Sidikou, a présenté ses condoléances à la famille biologique, mais aussi artistique de la star de la rumba congolaise, Shungu Wembadio. Jean-Jacques Mamba, bouche autorisée du MLC. Pour vous, quel entendement faites-vous de la résolution 2277 des Nations Unies? D'abord, c'est une résolution qui a été votée à l'unanimité, c'est-à-dire que les anciens alliés ou les alliés de notre majorité actuelle, ceux qui sont les piliers des 5 chantiers et de tout ce qu'on nous a vu ici, hein, la révolution, la modernité, donc je parle essentiellement des Chinois, ont voté pour cette résolution. Ils ont voté aussi pour les Chinois. Les Russes, ils ont voté. Il n'y a pas eu d'abstention. Cela veut dire que quelque part, il y a unanimité sur le fait que les délais constitutionnels dans ce pays doivent être respectés compte tenu de son histoire. Il y a nécessité que l'alternance soit une réalité qui soit palpée, parce qu'on vient de parler, vous aviez vu les Américains parler d'une alternance pacifique et historique. Il y a cette nécessité-là pour donner de la chance à notre pays de s'émerger. Pourquoi il va s'émerger? Parce qu'en ce moment-là, dès que nous vendons cette image-là d'un pays qui est stable, qui a des institutions stables, les investisseurs viendront parce que nous avons beaucoup de potentiel. Et lorsque les investisseurs arrivent, ils nous amènent non seulement de la richesse, ils nous amènent de l'emploi et des investissements. Donc ici, c'est une nécessité qui est vue d'un point de vue, je veux dire, c'est mondial. C'est-à-dire le concert des nations estime que vu le potentiel du Congo, vu sa position géostratégique, il serait intéressant que le Congo aille sur la voie, non seulement de l'alternance, mais de la stabilité. On vous propose aussi le dialogue. La oui, communauté mais internationale... au fait, le dialogue qui est proposé reste dans le cadre de la bonne organisation des élections dans les délais. C'est de ce dialogue-là. Pas du glissement. Pas du glissement. Parce que vous avez bien remarqué que, par exemple, votre confrère Lusakwen, qui avait fait une erreur de traduction, a été vite repris par l'ambassade des États-Unis, qui ne cautionne pas, qui n'entend pas de cette oreille qu'il faille une transition dans ce pays. Mais ce sera quand même un peu trop serré. Vous êtes sûr que vraiment les délais constitutionnels, c'est pas un peu ils l'ont fait exprès, utopique de faire croire à cette population que les délais constitutionnels nous ne faisons rien croire. Raison pour laquelle nous disons ceci. Quand il n'y a pas de cas de force majeure, dans ce pays, il n'y a pas eu un tremblement de terre. Dans ce pays, il y a eu... Il n'y a pas d'argent, c'est cas de force majeure. Non, madame, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent. C'est simplement qu'on a présenté la situation comme s'il n'y avait pas d'argent. Je vous donne un bête exemple. Même si nous exécutons notre budget à 60%, entre 2011 et 2016, vous prenez une moyenne de 8 milliards, le budget qui nous est présenté, 60% c'est 4 milliards 800, vous faites fois 4 ans, ça vous fait 16 milliards. Donc si nous n'avons exécuté qu'à 60%, sur les 16 milliards, on n'a pas pu dégager 1 milliard pour organiser des élections. Et encore que 1 milliard, c'est un chiffre farfelu, parce qu'en ce moment-ci, nous n'avons besoin que d'organiser les présidentielles. C'est le temps qui nous reste, il y a des astreintes constitutionnelles. Ça veut dire que ces 300 millions... Et les autres élections ne sont pas moins louables, ne sont pas moins valables. Les autres élections se valent, excusez-moi, elles se valent, mais malheureusement, nous sommes dans un cas tel qu'il y a des astreintes constitutionnelles pour l'élection. Vous vous focalisez sur la personne. Il n'y a pas de focus, madame. Oui, c'est ça. Il y a 10 ans, que sur le mandat du chef de l'État. Et pourtant, nous avons des élections locales. Le président du Sénat a glissé aussi, les députés provinciaux ont glissé. Comment en est-on arrivé à ce que les sénateurs glissent? Mais c'est le chef de l'État et sa majorité qui, à un certain moment, sont passés de 2 tours à 1 tour. Et le chef de l'État, suivant l'article 76 de la Constitution pour laquelle il a prêté serment, s'est engagé à bien organiser les institutions du pays. Donc, dès 2011, le chef de l'État devait... Il a dit sur la tribune, du haut de la tribune des Nations Unies, que les élections auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi aux Nations Unies. On attend Jésus, on ne sait pas quand il va arriver. Ça, c'est pas précis de la part du chef de l'État. Il faut qu'il dise bien qu'il y aura des élections présidentielles en 2016. Il ne l'a pas dit. Des élections, il y en aura, nous le savons. Mais ce que je vous explique, c'est qu'en 2011, le rôle qu'il a aujourd'hui, celui de s'assigner les prérogatives de la CENI,
en termes des questions électorales pour les nouveaux majeurs, ainsi de suite. Il pouvait mettre la même veste en 2011 pour dire, mais écoutez, on doit avoir des élections des sénateurs, ainsi de suite. Il ne l'a pas fait, parce que dans le schéma de la majorité, il était question que tout le monde glisse, de telle sorte que le chef de l'État qui a son dernier mandat puisse justifier son glissement par le glissement des autres institutions. Donc c'était fait à dessein, et ce que nous voulons faire remarquer, c'est que nous ne sommes pas là pour faire de la démagogie. Nous disons, étant donné que la CENI va de plus en plus dans la direction de nous dire qu'elle ne peut pas organiser les élections en novembre, nous devons séparer ces problèmes. C'est-à-dire le fait des problèmes de la CENI et le mandat du président de la République. C'est deux choses totalement différentes. Donc le mandat du président de la République est circonscrit dans la Constitution. Il est de 5 ans renouvelable une fois. À la date prévue, il ne pourra plus exercer les fonctions de chef de l'État. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que Lambert Mende nous a déjà dit que le ciel ne tombera pas sur la tête. Mais pratiquement, ça crée aussi une certaine psychose. Les gens se demandent s'il n'y a pas élection à la date prévue, Jean-Jacques Mamba. Regardez ce qui s'est passé en Haïti. Vous nous prenez l'exemple d'Haïti. Mais les gens doivent prendre leurs responsabilités. Félix Tshisekedi l'a dit aussi. Martelly, c'est ça? Vous prenez l'exemple d'Haïti. Les gens doivent prendre leurs responsabilités en commençant par le chef de l'État, le Premier ministre. Pourquoi nous souffrons aujourd'hui? Mais parce que nous sommes dans un pays où les responsabilités ne sont pas prises. Il n'y a pas de sanctions. Est-ce que vous avez déjà vu un ministre démis de ses fonctions, à part la vidéo qu'on a vue pour laquelle les gens, le chef de l'État revotait en moins de 2 heures? Doit-on faire les sextapes à tous les ministres pour qu'ils démissionnent? Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a une motion, cette motion est balayée soit pour une procédure et ainsi de suite, alors qu'il n'y a des performances dans aucun secteur. J'ai vu dernièrement, excusez-moi madame, le ministre de la Santé, je dis bien de la Santé au niveau national, qui va dans une province, qui fait venir les chaînes de télévision, on le filme en train de sortir l'argent de la poche et donner, je ne sais pas, 1000 ou 2000 $ pour acheter des lits d'hôpitaux. Et on laisse passer ça à la télévision. Ça veut dire que nous sommes dans un non-État. Et dans une situation de non-État, il y a un responsable. Le premier, c'est le chef de l'État. Et le second, c'est bien le chef du gouvernement, qui ont été incapables de répondre aux obligations constitutionnelles. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, à la fin de leur mandat, nous les remercions. M. Kabila, le chef de l'État, aura son immunité à vie parce qu'il sera sénateur à vie. Et nous trouverons avec la classe politique, suivant la Constitution, déjà que vous vous entendez pas pour avoir un porte-parole de l'opposition, vous vous attendez même pas pour nous présenter un candidat unique pour les élections en 2016. Je me pose la question, Jean-Jacques Mamba, pardon, si vous n'allez pas vous entretuer pour être président. Vous savez, ce que vous dites est taquin. Je viens d'apprendre que Ramayad est même candidate à la présidentielle. Savez-vous combien de personnes dans le parti, les Républicains, sont candidats pour les primaires? Savez-vous combien de personnes sont candidats pour les primaires au parti socialiste? Moïse Katumbi a proposé les primaires, vous les balayez d'un revers de la main. C'est pour vous dire que nous ne cherchons pas forcément qu'il y ait un seul candidat. Nous cherchons d'abord d'avoir... maximiser les chances, Jean-Jacques Mamba. Maximiser les chances. Vous savez comment ça se passe quand vous allez en ordre dispersé. Vous avez parlé de Moïse Katumbi, je vous le concède, mais notre priorité actuellement, c'est laquelle? Il y aura des discussions autour de ce projet d'avoir un candidat commun, mais aussi d'avoir un programme commun. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un candidat qui n'a pas de programme. Mais avant qu'on arrive là, nous avons la grosse bataille. C'est quoi cette bataille? C'est d'avoir les élections cette année ou d'avoir réellement les élections sans M. Kabila. C'est une très grosse bataille, ce n'est pas des moindres batailles. Parce que lorsque vous voyez la majorité qui va voir la Cour constitutionnelle, elle oublie que pour les commissaires spéciaux, la Cour n'a pas dit que les anciens gouverneurs allaient rester en place. La Cour a dit on va nommer les commissaires spéciaux. C'est anti-constitutionnel. Donc la Cour va certainement leur dire, écoutez, M. Kabila ne sera plus président, on va nommer un président intérimaire. Si on doit suivre la même logique. Parce qu'il y avait un problème de démantèlement des provinces, ils ont introduit une requête en interprétation et la Cour a décidé pas de garder les anciens gouverneurs jusqu'aux prochaines élections, mais de choisir d'autres personnes qui vont gérer les provinces. Donc s'ils vont dans ce sens-là, que c'est la même Cour, on tombera dans un cas où ce n'est pas le chef de l'État qui va gérer, entre guillemets, la transition. Mais donc, ce sera peut-être un collège, je ne sais pas quoi. Raison pour laquelle je vous dis ceci, madame. Nous voulons que ce pays soit un pays prospère, un pays de paix. Nous voulons que le chef de l'État, après son mandat, serve de bibliothèque pour instruire, pour donner ce qu'il faut donner à ceux qui vont continuer l'œuvre qu'il a commencée. Nous ne voulons plus d'un pays où nous avions des libérateurs en 1997 qui se sont mués en dictateurs et qui veulent rester au pouvoir. Mais 15 ans, c'est beaucoup, madame. Par rapport aux menaces, est-ce que le G7 n'en fait pas un peu trop aussi par rapport à Moïse Katumbi? Est-ce qu'on le menace réellement, ce monsieur? Bon, écoutez, moi je suis M. Olivier Kamita, que je respecte beaucoup, ministre du Plan par 2 fois, et ainsi de suite, qui aujourd'hui est le porte-parole personnel de M. Moïse Katumbi. Moi, je me pose une question, parce qu'aujourd'hui, je ne réfléchis pas, je ne parle pas en tant que porte-parole, je parle en tant que Congolais, simple. Hein? Prenez ce que je dis comme un Congolais. Aujourd'hui, on prête à M. Katumbi, que je respecte par ailleurs, parce qu'il était gouverneur de la province du Katanga, il a le leadership, il a le sens du rassemblement, il est performant, du management, ainsi de suite. Donc cela veut dire que dans les 10 ans qu'il a passé dans la majorité, s'il n'avait pas quitté cette majorité, qu'il était dauphin de M. Kabila, donc M. Kamitatou n'aurait pas quitté la majorité.
Il serait resté dans la majorité parce que M. Katumbi n'est pas devenu manager après, c'est-à-dire quand il est entré dans l'opposition. Il n'a pas appris ça dans l'opposition. Il a toujours été ce que M. Kamitatou dit depuis qu'il était dans la majorité. Donc comme lui, il suit l'homme, si M. Moïse Katumbi était resté dans la majorité et que M. Kabila l'avait présenté comme dauphin, personne du G7 aurait quitté la majorité. Ils seraient tous dans la majorité pour soutenir M. Moïse, parce qu'il s'attache à l'homme. Alors ce que moi je dis, madame, indépendamment des affinités que nous pouvons avoir, ce sont des calculs politiciens. J'assume. Pourquoi je dis calcul politicien? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que les politiciens cherchent aujourd'hui? C'est de s'accrocher à un candidat à la présidentielle qui est susceptible de financer les campagnes pour les différents partis. Mais les élections, c'est l'argent. Et je crains que ce soit le seul leitmotiv qui pousse les gens vers M. Moïse Katumbi. Tout simplement, c'est l'argent. Mais maintenant, moi, je dis ceci, madame. Bill Gates est le plus riche du monde, mais s'il pose sa candidature aux États-Unis, il ne sera pas élu. Ce sont pas déjà avec Donald Trump qu'on paye les massacres aussi. Il n'y a pas que l'argent. Alors, ce que je vous ai dit dès le début, c'est que nous avons connu M. Mobutu, nous avons M. Kabila, Kabila père, Kabila fils, comparé à ce que nous avons au Sénégal. Regardez les profils des gens comme des Macky Sall, regardez les profils comme Senghor. Ce sont des profils qui nous intéressent dans ce pays, parce que nous sommes une génération sacrifiée. Proposez ça. Nous sommes une génération sacrifiée. Il y a un critérium assez sévère. Sévère et sérieux. Et sérieux pour nous le sommes une président génération de la République sacrifiée et les députés. Sur l'autel de l'insuffisance de tous les dirigeants que nous avons eus. Mais pour nos enfants, moi, pour mes enfants, pour vos enfants, nous devons trouver mieux. Et trouver mieux, ça passe inéluctablement par des profils bien taillés. Pas seulement un problème d'argent, mais des profils très bien taillés, de telle sorte que nous ayons un minimum de garantie sur la compréhension des enjeux. Et je crains fort que ces critères-là n'ont pas été pris en compte par tous les amis et les grands frères qui suivent M. Moïse, et je le regrette. Voilà, nous allons maintenant sur le plan social, mesdames et messieurs. Nous vous proposons la campagne J'aime la République démocratique du Congo qui s'est tenue à Goma. Nous vous proposons l'atelier sur l'importance du tourisme en République démocratique du Congo. Et nous allons terminer par cette grande société, cette grande entreprise, qui est l'INPP, par rapport à la signature d'un protocole d'accord. L'importance du dialogue convoqué par le chef de l'État, ses avantages ainsi que les problèmes qui y seront discutés, tel était l'essentiel du message de l'initiateur de la plateforme J'aime la RDC, je soutiens le dialogue à Goma, dans une salle bondée de monde. L'idée d'aller au dialogue est venue du président Joseph Kabila Kabange. L'impératif, c'est le dialogue, que nous amenions nos peurs, que nous amenions nos lourdeurs, que nous amenions nos pesanteurs, que nous amenions nos inquiétudes, que nous les mettions là-bas. Même nos intérêts, que nous les amenions au dialogue, que nous puissions discuter afin que l'avenir de la RDC soit privilégié. Le dialogue est nécessaire pour discuter d'un calendrier consensuel. Il éviterait le pays de sombrer dans le chaos, a compris cette population du Nord Kivu, qui a beaucoup vécu les affres de la guerre. Nous qui aimons notre pays, nous nous disons, il y a des gens qui prophétisent les malheurs, il y a des gens qui prophétisent le chaos, il y a des gens qui prophétisent la fin du monde, il y a des gens qui prophétisent l'hécatombe. Et nous nous disons, comme on prophétise l'hécatombe, il faut qu'on se retrouve pour dire, nous ne sommes pas prêts à la déchirure dont se font les acteurs politiques de ce pays. Nous sommes prêts à soutenir ces assises-là, à l'issue desquelles nous allons définir un nouveau mode de vie pour notre pays. Des assises qui vont déterminer l'avenir de ce pays. Des assises qui vont nous dire à quand nous allons organiser les élections, à quand nous allons avoir des institutions nouvelles, à quand nous allons avoir finalement un climat apaisé dans ce pays. Pour sceller l'adhésion à ce message de J'aime la RDC, je soutiens le dialogue, les Nord-Kivusiens, toutes tendances confondues, ont signé la charte d'adhésion à cette campagne. Lancée depuis le 30 décembre 2015, cette campagne note à ce jour 5000 adhérents parmi les notabilités du pays. Plusieurs participants venus des différentes structures publiques et privées œuvrant dans le secteur du tourisme en République démocratique du Congo ont pris part à ces assises. Il s'agit notamment des agents et cadres de l'Office national du tourisme et de ses partenaires. Tous ont cogité sur comment faire du tourisme un secteur de développement en RDC. Plusieurs intervenants ont abordé le sujet sur différents angles. Pour les participants interrogés, le moyen font défaut pour booster le tourisme en RDC. En fait, ce qui manque d'une façon globale ici dans le tourisme, c'est le financement. On ne reçoit pas de financement, donc il y a le problème de sites touristiques.
il y a le problème aussi des moyens de communication. Mais moi, je pense qu'il faut aussi passer par le tourisme scolaire pour bien redémarrer convenablement le tourisme ici. Cet atelier a également permis aux participants d'évaluer les avancées enregistrées au niveau de l'Office national du tourisme. Quelques recommandations ont été suggérées au gouvernement. D'abord, deux choses importantes, même le gouvernement lui-même a décidé d'en faire un secteur prioritaire, donc ça appelle que les différents outils de l'État s'activent. Deuxièmement, c'était presque une insulte à notre intelligence collective que de laisser un potentiel aussi important qui peut créer des emplois, qui peut générer des revenus, qui peut réellement faire partager l'expérience du monde en République démocratique du Congo complètement inutilisé. Ce genre d'atelier vise à vulgariser la culture du tourisme en RDC en vue d'en faire un secteur prioritaire. La signature de ce protocole d'accord traduit l'harmonie existant entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui du Japon. Les deux parties s'y sont engagées dans la réalisation du projet d'aménagement de l'INPP Katanga. 30 millions de dollars ont été disponibilisés par le pays du soleil levant, d'où la satisfaction du directeur général de l'INPP. Vous savez que les Katanga, c'est le poumon économique du Congo. Et nous avons beaucoup plus d'opportunités d'emploi dans les Katanga. Et ces opportunités d'emploi aujourd'hui, c'est beaucoup plus la main-d'œuvre étrangère qui est beaucoup plus utilisée là-bas. Et avec ce projet, nous pensons que nous allons répondre d'une manière efficace aux besoins des industriels, aux miniers du Katanga, de façon qu'ils ne puissent plus recourir à la main-d'œuvre étrangère. Et nous pensons aussi que ce projet va développer les compétences des formateurs de l'INPP, parce que nous aurons des équipements de la dernière technologie, ce qui va faire de l'INPP un véritable pool de compétences. Le chargé d'affaires intérimaire de l'ambassade du Japon nous parle de ce projet. Bon, cette fois-ci, nous allons réaliser le projet Katanga Lubumbashi. Donc cette fois-ci, en tant que l'organisation d'exécution du projet, de don, l'ADICA, nous avons signé sur le dossier de don aujourd'hui. J'espère que ce projet va contribuer au développement de la ressource humaine industrielle de la RDC, notamment dans la région de l'Est de RDC. Le Japon a aussi doté le pays de Joseph Kabila des locomotives neuves, action à circonscrire dans le cadre du programme économique et social en faveur du ministère des Transports et Voies de Communication, un projet estimé à 4,5 millions de dollars américains. On a fait sans nul doute deviner, l'INPP est un institut, donc je vais dire entreprise, mais bon, entreprise aussi parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent comme salariés, mais bon, c'est l'institut qui forme pour les professionnels. Alors, coup de chapeau à Maurice Chikouma, si je crois que Maurice Chikouya. Chikouya. Maurice Chikouya, voilà, il fait du bon boulot quand même. Écoutez, c'est vrai qu'on ne va pas être défaitiste. Je pense que c'est l'une des rares personnalités de la majorité qui fait quand même son travail. Je pense que je le vois souvent à la télévision. Je sais que les gens vont à l'INPP, que l'INPP forme réellement. Je vois divers partenariats qui sont créés et les personnes qui sont formées trouvent de l'emploi. Malheureusement, il faut aussi que le ministère de l'économie, le ministère de l'emploi s'active pour pouvoir réinsérer ou encadrer ces personnes. Tous ceux qui sont formés. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais coup de chapeau pour ce qui est fait. Et j'espère qu'il peut servir d'exemple pour la majorité. Il reste à peu près 6 mois, 6 à 7 mois. Donc pendant les 7 mois, qu'ils fassent comme lui, de telle sorte qu'ils puissent pour certains garder leur siège, pour ceux qui sont les députés. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Un petit coucou à mon petit frère qui est formateur à l'INPP, Fiston Kimontou. Donc l'atelier sur l'importance du tourisme, comment peut-on négliger un secteur qui génère autant d'argent dans d'autres pays? Prenons l'Égypte, prenons l'Afrique du Sud, le Maroc, les États-Unis, la France. Comment chez nous on ne comprend pas l'impact du tourisme? Madame, 50 ans après, je ne comprends toujours pas. Mais et pourtant on se tue pour aller à Dubaï aujourd'hui. Malheureusement, je ne comprends pas comme vous
Nous sommes un pays extracteur de minerais et vendeur de minerais, c'est tout. C'est une source de revenus. Hein. Vous savez, des pays comme la Tunisie, l'Égypte, vous avez 30 à 40% de leur budget qui sont liés aux activités touristiques. Nous avons des grands parcs. Et notez aussi que sur tous les billets vendus en République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle la FPT, qui est une taxe de 30 $ sur chaque billet. Fonds de promotion du tourisme. Du tourisme. Et donc, je pense qu'il y a des fonds, mais des fonds qui sont réorientés de la manière la moins judicieuse possible. Détournement. Je vais être gentil, hein. Quand même nos amis, la majorité c'est jusqu'en décembre, on va quand même être gentil avec eux. J'utilise des expressions un peu plus polies, mais il y a des possibilités. À l'est du pays, il y a des possibilités, pas très loin d'ici, au Bas-Congo, avec la chute de la Luka et ainsi de suite. Il y a des possibilités un peu partout, mais il faut des investissements, il faut que l'État prenne conscience que si nous avons un pays stabilisé, bon, c'est vrai qu'avec les guerres, l'incapacité du gouvernement à mettre fin à l'insécurité, mais dans un environnement apaisé, notre pays offre de réelles possibilités en termes de tourisme. C'est aussi une question et ça peut améliorer notre budget. De mentalité aussi. Beaucoup de Congolais pensent que le tourisme, c'est une affaire des Blancs. Hein. Beaucoup de gens ne pensent pas faire du tourisme. Un Congolais lambda ne se réveille pas un bon matin et pense à faire du tourisme. Non, ça ne vient pas à l'esprit, peut-être aussi. Non, mais madame, pourquoi ça ne vient pas à l'esprit? Les gens voyagent pour se détendre. C'est-à-dire qu'on suppose qu'on est en train de parler des personnes qui, entre guillemets, pour la plupart ont un emploi, ont des économies, et puis à la fin se disent, bon voilà, j'économise parce que je vais aller en vacances. Mais nous nous battons pour survivre. Nous sommes le seul pays au monde où on vend une boîte de tomates qu'on divise en 2 ou en 3. Nous sommes le seul pays au monde où, au marché, vous allez trouver des oignons qu'on divise en 4 pour vendre. Donc nous sommes le pays le plus pauvre du monde. Et l'économie et l'épargne ne sont pas le fort des Congolais parce qu'en réalité, nous sommes encore dans un pays où les gens se réveille le matin avec la question de savoir qu'est-ce que je vais manger. Donc lorsqu'on se pose cette question-là, on ne va pas penser au tourisme. Ça, faut comprendre avec moi. Le tourisme va de pair avec dès lors que nous aurons amélioré les standards et que nous aurons une classe moyenne de plus en plus importante, eh ben, nous aurons cette possibilité-là aussi de voyager, peut-être à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Mais à l'intérieur, il faut qu'il y ait une offre. Et comme je vous dis, cette offre passe par des investissements qui ne sont jusque-là pas faits. Nous allons parler de la campagne J'aime la RDC. C'est une question que je pose d'ailleurs. Tout go comme ça. Est-ce que vous aimez la RDC? Oh, je vais y mourir. C'est mon pays. Je n'ai pas une autre patrie. J'aime beaucoup le Congo. Mais vous ne voulez pas du dialogue, hein? Aimer le Congo, c'est... Oh oui. Non, aimer le Congo, c'est... Aller au dialogue et éviter les affres. Aimer le Congo, c'est respecter la Constitution. Aimer le Congo, c'est respecter un serment fait. Le chef de l'État en a fait un. Il doit le respecter parce qu'il a dit qu'il jurait le faire. Ça, c'est aimer le Congo. Refuser d'aller au dialogue, mais je dialogue avec vous, madame. Nous avons des institutions dans lesquelles nous dialoguons. Hein. Vous avez le Parlement, vous avez le Sénat. Eh bien, les gens sont payés pour dialoguer. Mais comment aujourd'hui on nous dit ça, que ceux qui ne veulent pas du dialogue veulent la guerre, veulent le chaos, veulent le vide, veulent lancer les gens dans la rue, veulent faire tuer le monde. J'ai vu une manifestation tenue par M. Mova où il avait un béret rouge. Je cherche la boutique où on vend des bérets rouges pour aller en acheter, mais je sais que ce n'est pas permis. Je ne sais pas s'il va se battre contre la Constitution, si la guerre qui est faite, c'est contre la Constitution, mais nous sommes demandeurs de respect des textes, pas d'autre chose. Donc nous sommes demandeurs de paix. Les textes sont faits par les hommes. Les textes garantissent la paix. La Constitution dont vous parlez là, Jean-Jacques Mamba, soyons un peu, si je peux me permettre l'expression, un peu terre à terre, c'est pas la Bible, c'est pas le Coran. Donc cette Constitution est faite par des hommes, donc ça peut être modifié. Si vous sentez que les réalités nous permettent de changer, changez-les. Le chef de l'État dit pourquoi vous arc-boutez contre quelque chose? Le chef de l'État dit qu'il n'a jamais pensé modifier la Constitution et nous le remercions pour cela. Mais il devait rajouter... Mais c'est modifiable quand même cette Constitution. Il y a des articles qu'on peut modifier. Vous savez pourquoi la Constitution a verrouillé certains articles? Mais c'est par expérience. Les gens ont vu M. Mobutu rester 32 ans. M. Kabila vient de faire la moitié. M. Kabila, en 2006, il a reçu son premier mandat. Il a reçu son deuxième mandat en 2011. Vous connaissez les conditions. En 2006, la Cour suprême a été brûlée. En 2011, il y a eu des chars de combat. Et avant cela, il avait régné. Avant le 1+4, naturellement, il y avait la guerre. Donc, il a fait 15 ans. Est-ce que 15 ans, ce n'est pas suffisant par rapport aux résultats que nous avons? Non, mais pour une certaine opinion, on peut le laisser... comparaison n'est pas raison. Théodore Obiang-Nguema a été élu à plus de 90% parce qu'il dit que le peuple n'est pas fatigué de lui. Le peuple lui a dit non, nous ne sommes pas fatigués de vous, continuez votre travail. Si le peuple n'est pas fatigué de M. Kabila, laissez-le travailler. C'est de la fantasmagorie. Obama est très populaire, mais aucun président des États-Unis peut faire 80% à une élection. Même dans votre famille, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Madame Merkel, qui est très performante, n'a jamais fait 70% une élection. Mais dans notre pays, on parle de 80, vous parlez d'Obiang. Pourquoi vous allez si loin? Ici, chez nous, on a fait 105% à Malembankulu.
Même les morts votent. Les morts votent, ceux qui sont... Non, tout le monde vote. Même ceux qui sont enterrés votent le président de la République. Donc ce que nous nous disons, c'est que le président de la République a fait ce qu'il pouvait faire. Et nous respectons ce qu'il a fait. Même Obama n'aura pas tout fait aux États-Unis. Pour ce qu'il a fait, nous le respectons. Mais s'il va dans le sens de suivre des Kabila désirs, hein, vous connaissez le papa, là, le ministre, là, M. Kinké, s'il va dans ce sens-là, il va annihiler tous les efforts qu'il a consentis pour que nous en arrivions là. Et c'est triste. Nous allons terminer par cette note triste, mesdames et messieurs. Comme je l'avais dit tout au début, eh bien, nous allons parler de la mort de ce grand monument, ce monument qui est tombé, mais nous allons le relever. Cette fois-ci, nous allons parler de la mort de Papa Wemba et des obsèques de Kombo Kissi, qui était le deuxième vice-président à l'Assemblée nationale. Des pleureuses pour accueillir la dépouille de la star congolaise. Ici, à l'aéroport de Njili, une marée humaine était venue assister à l'arrivée du corps du défunt. Le cortège funèbre a sillonné les artères de Kinshasa. Partout où il passait, la population haranguait les différents noms de Jules Wemba Dio ou entonnait l'une de ses mélodies. C'est à l'hôpital du cinquantenaire que le corps de la star africaine sera hébergé. Ici, musiciens et personnalités politiques rendent témoignage. J'aurais souhaité qu'on puisse inhumer Papa Wemba à la place des artistes. Parce que c'est là où il a fait sa vie, à l'Itange. Pour moi, les souvenirs, c'est son côté art. Voilà, il nous a laissé plein de belles mélodies, plein de belles chansons. De ce côté-là, il y en a plein. Le programme des obsèques prévoit l'exposition du corps de Papa Wemba ce lundi au stade de martyrs de la Pentecôte, où différents artistes viendront rendre un dernier hommage au roi de la rumba congolaise. Et le mardi, ça sera le tour des personnalités politiques. Le cimetière nécropole entre ciel et terre sera sa dernière demeure. Après être honoré à Kinshasa, c'est le tour de Nekongo de rendre des hommages à Timothée Kombo Kissi, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Ici en la cathédrale de Kisantu, différentes personnalités ont pris part à cette messe dite en mémoire du doyen d'âge de l'Assemblée nationale. Ces moments de recueillement a connu deux interventions, celle du fils du disparu, André Kombo. Le membre de la famille, enfant, oncle et tante de notre patrie, ainsi que les moi-même, nous pleurons et déplorons notre mal père. Avant toute chose, il me soit permis de remercier, au nom de toute notre famille, le président de la République, son Excellence Joseph Kabila, l'honorable président de l'Assemblée nationale, son Excellence le gouverneur du Congo central, toutes personnes, de personnalité, les amis et connaissances, et surtout la population qui ont bien voulu soulager et nous assister par leur message de compassion, d'encouragement, d'encadrement matériel, logistique et pardonnable pour cette triste et douloureuse épreuve. Mais également celle du gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou. La dépouille mortelle du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale sera par la suite conduite à Kianika, un village situé à 25 km de Kisantu. C'est ici que Timothée Kombo Kissi va se reposer à jamais. Voilà Jean-Jacques Mamba, ce grand monument
est tombé, mais avec le deuil, nous espérons le relever et qu'il reste à jamais debout. Alors, quel souvenir, Jean-Jacques Mamba, gardez-vous de Papa Wemba? Écoutez, moi, je suis très triste. Hein. Individuellement, j'ai commandé plusieurs de ses chansons sur iTunes. Phrases, Maman, son album Émotion qu'il avait fait avec Peter Gabriel. J'ai de très beaux souvenirs, mais c'est aussi dire que c'est un très grand artiste. Vous savez, ici au Congo, on a l'habitude d'avoir des orchestres. Il y a des personnes qui chantent avec un groupe, des chorégraphes, ainsi de suite. Mais Papa Wemba, c'était la voix. Et la plupart de ses succès, il les a fait, entre guillemets, seul. Ça veut dire qu'il y a sa voix qui a pointé, et vous avez des accompagnements en termes d'instruments, mais sa voix a pointé dans la plupart de ses succès. Et il faisait des acapellas. Voilà, des acapellas, et il chantait très bien. Il n'y en a pas beaucoup qui font des acapellas. Et c'est aussi une personnalité qui a réussi à concilier sa vie musicale ou sa vie de star à sa vie familiale, parce qu'en fait, il a réussi à faire étudier des enfants, ils ont fini l'université, ils se sont mariés, il a eu des petits-enfants. Et des arrière-petits-enfants. Ce qui était quand même très compliqué, hein, c'est très rare aussi hein, dans le milieu des stars en général. Hein, je ne stigmatise pas les stars congolaises, mais lui, il est papa parce qu'il est le papa de l'art, parce qu'il y avait beaucoup de plaisir à l'entendre chanter, et parce qu'il a encadré, il y a beaucoup de personnes, y compris M. Kofi Olomide, qui a commencé à vivre à la musique. Les générations. Et donc, il a transcendé plusieurs générations. Il a été à un certain moment acteur. Et j'ai vu qu'il y a des hommages qui ont été rendus par des personnalités internationales. Hein, c'est passé sur les chaînes internationales. J'ai entendu les Camerounais pleurer, et ainsi de suite. Il est mort sur scène, donc il est mort dans l'exercice de son travail, dans ce qu'il aimait faire. Et donc mon sourire traduit aussi le fait que même si nous ne réussissons pas en politique parce que nous avons trop de bandits politiques, mais au moins sur le plan de la musique, nous avons convaincu, nous sommes le porte-étendard de la musique en Afrique. Et je suis quand même fier de savoir qu'un musicien, le nôtre, lorsqu'il meurt de cette rampe-là, c'était un événement international. Et je suis fier, c'est ce qui explique mon sourire. Vous comprenez cette ampleur médiatique internationale? Mais c'est une très très grande personnalité. Ma fille m'a posé la question, elle dit, il y en a beaucoup qui sont morts, vraiment c'est pas pour les dénigrer, mais elle ne comprend pas cette ampleur, comment Al Jazeera, France 24, RFI, CNN parlent de lui. Ce n'est pas n'importe qui, madame. Vous savez, lorsque vous faites des duos avec Peter Gabriel, il était si simple, il venait ici aussi à Congo chansons sont reprises. Mais oui, c'était une personne très humble, très sociable, très peu conflictuel finalement, il n'était pas dans des conflits. Hein. Non, il y a beaucoup à dire. Moi, personnellement, je suis un fan de sa musique et j'espère que notre gouvernement va l'enterrer de la manière la plus digne, mais pas se limiter à tout ce qu'il y a comme faste, mais vraiment apporter un soutien moral et financier à sa famille. Donc, s'il a encore des dépendants, de voir dans quelle mesure on pourrait avoir soit un musée, construire quelque chose qui va rapporter de l'argent, de telle sorte que ces œuvres... Comme le musée d'Elvis Presley, voilà, qui rapporte encore de l'argent. Il faudrait qu'on immortalise nos grandes personnalités dans le domaine musical et je pense qu'il en fait partie s'il n'est pas le meilleur. Nous allons terminer par Kombokissi, un mot par rapport à lui, vous connaissez Je ne le connais pas personnellement, mais je pense que j'ai entendu, j'ai ouï dire que c'était une personnalité qui avait beaucoup d'empathie, qui avait un sens de nationalisme très poussé. Et en tant que personnalité de notre pays, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, nous présentons nos condoléances. C'est un moment triste, hein, indépendamment de la famille politique dans laquelle il était. Mais je pense que devant la mort, devant l'arrêt de toute chose, nous nous consternons parce que finalement, c'est le chemin de tout le monde et on doit avec beaucoup de dignité parler de ces choses-là. Comme le dit si bien le Seigneur, tout est vanité. Hein, donc, c'est le terminus. Voilà, mesdames et messieurs, merci à Jean-Jacques Mamba d'être passé à la barre. L'expression est consacrée, c'est une intelligence de mon pays. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez, spécialement aux journalistes en action. Merci donc à l'équipe technique, à Guy Lukoki, à Maïlo Bumba et à Rassis Loubanzoulou. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. L'émission continue là-bas, nous allons débattre là-bas. Et encore une fois, en tout cas, toutes mes condoléances à mes compatriotes et à tous ceux qui aimaient Papa Wemba et la musique congolaise. Et on se retrouvera avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.